Bonsoir. Ici l'historien de la nuit. Si tu aimes voyager dans les ombres de l'histoire, si tu aimes ces récits où le réel et l'invisible se frôlent, tu peux t'installer confortablement, t'abonner, laisser un signe discret, un simple like, et partager ce moment avec ceux qui, comme toi, n'ont pas peur de regarder du côté des fantômes. Imagine, une nuit tiède au-dessus de Medellín. Le vent descend doucement des montagnes, chargé d'odeurs de fleurs et de poussière. Au pied d'une colline, derrière une grille de métal, un jardin de marbre et de cyprès d'or sous la lune. C'est le cimetière Jardine de Montesacro. Là, sous une pierre simple, repose l'homme qui a défiguré un pays entier et, en même temps, nourrit l'imaginaire du monde entier, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sous la lumière blafarde des lampadaires, sa tombe ne ressemble pas à celle des autres. Des bouquets de fleurs fatiguées, des bouteilles vides, des cigarettes écrasées, des papiers pliés comme de petites lettres au destin, et surtout, ces pierres plates que certains détachent discrètement du bord pour les glisser dans leurs poches comme des talismans. On raconte à voix basse que ces pierres venues de l'ancienne Hacienda Nápoles, si tu les emportes en les ayant bien priées, deviennent des amulettes. On assure qu'elles se réchauffent dans la main qui les porte quand la police approche, quand un danger invisible se rapproche de celui qui vit de trafics et de nuits sans nom. Des hommes arrivent là comme on va chez un saint, en murmurant des promesses. Ils consomment des poudres, se prennent en photo, posent 2 doigts en signe de victoire devant la tombe du criminel. D'autres, plus silencieux, déposent une bougie, palpent une pierre et repartent comme on repart d'un sanctuaire. Ce qui t'amène ici ce soir, ce n'est pas seulement la figure d'Escobar, c'est ce monde où la criminalité se mêle à l'occulte, où des boss de la drogue prient des saints populaires, où des sorciers croisent les corps pour les rendre, dit-on, invulnérables, où des radios captent des voix d'enfants qui ne devraient plus exister. Ce monde où les cartels pactisent autant avec des prêtres qu'avec des brujots, où la peur de mourir se transforme en magie noire, en statue, en velas de graisse humaine. Tu vas entrer dans un labyrinthe où se croisent le fantôme de Pablo Escobar, les 5 clandestins du Mexique, les rituels du Palo Mayombe, les prisons maudites et les appels de fantômes sur les ondes. Et quelque part au milieu, une petite voix qui répète « Abuelita, Abuelita », avant de laisser filtrer une phrase impossible à oublier. Nous reviendrons à cette voix plus tard. Comme tant de récits criminels et de légendes modernes, ce que tu vas entendre suit des motifs qui se répètent, presque comme une partition secrète que la société joue encore et encore, sans toujours s'en rendre compte. Pour comprendre pourquoi la tombe d'un narcotrafiquant est visitée comme un sanctuaire, pourquoi des trafiquants collent des billets de dollars au mur d'une chapelle, il faut remonter loin en arrière, bien avant les avions chargés de cocaïne et les fusillades dans les quartiers pauvres. Il faut remonter à un temps où l'Amérique latine était déjà un terrain saturé de violence et de croyances, bien plus d'un siècle avant la mort de Pablo Escobar. Depuis l'époque coloniale, le continent a vécu dans un mélange étrange de catholicisme officiel et de culte populaire. Les saints reconnus par Rome cohabitaient avec les âmes des bandits, des soldats morts injustement, des enfants assassinés, tous capables, disait-on, d'intercéder pour les vivants. Là où l'État était absent, là où la justice n'arrivait pas, les gens se tournaient vers ceux qui avaient connu eux aussi la violence et la pauvreté. En fond de scène, c'était comme une grande toile d'araignée, d'un côté l'Église institutionnelle, de l'autre des réseaux d'images, de prières et de promesses, tissés par le peuple dans les marges. Au nord-ouest, dans l'État mexicain de Sinaloa, la figure de Jésus Malverde cristallise cette logique. Bandit exécuté au tournant du XXe siècle, il devient progressivement une sorte de Robin des Bois local, voleur généreux transformé en Santo de los Narcos.
Sa chapelle à Culiacán, aujourd'hui, ressemble moins à une église traditionnelle qu'à une grotte tapissée d'offrandes. Les murs sont couverts d'ex-voto, de photos plastifiées, mais aussi de billets de dollars, parfois le premier salaire d'un migrant qui a réussi à franchir la frontière. Sur ces billets, des messages manuscrits remercient Malverde pour un voyage réussi, une arrestation évitée, un chargement passé. Cette économie du miracle ne se limite pas à Malverde. Elle s'exprime un besoin profond dans des sociétés où les inégalités sont immenses, où la mort violente est une présence constante. Les gens cherchent désespérément des biens de salut, des protections invisibles. Quand la loi ne protège pas, quand le travail honnête ne suffit plus, on se tourne vers des puissances parallèles. Les saints officiels, jugés trop lointains, trop liés à une morale que beaucoup ne peuvent plus suivre, cèdent la place à des figures ambiguës qui connaissent le crime et la misère et qui semblent plus compréhensives. Plus au sud, les ports et les plantations ont vu arriver, avec les esclaves africains, des religions qui parlent aux morts. Le Palo Mayombe, issu des traditions du Congo, est l'une d'elles. C'est une religion où l'on travaille avec les esprits contenus dans des chaudrons sacrés. Les Nganga, remplis de terre de cimetières, d'os de plantes et de ferrailles. Les fidèles y voient une manière de domestiquer la mort, de faire des pactes avec les défunts pour obtenir protection, pouvoir et vengeance. L'initiation principale s'appelle le rayamiento. Le candidat y reçoit sur la peau de fines scarifications, dans le dos, sur les bras, parfois sur les jambes. Le sang coule, se mêle à la terre de l'Nganga, et l'on dit alors qu'un pacte de sang est scellé entre l'humain et l'esprit. À partir de ce moment, l'initié devient ahijado, filleul du prêtre et des morts. Il se sent entouré, protégé, lié à une famille invisible. Cet univers de saints populaires et de religion afro-caribéenne va peu à peu se connecter au monde du crime organisé. Comme un orchestre dissonant, ces croyances vont jouer la musique de la peur, de la culpabilité et de l'espoir pour des hommes qui tuent, mais qui ont, plus que quiconque, peur de mourir. Les forces qui poussent à cette alliance sont multiples. La première est économique et sociale. Dans les campagnes colombiennes comme dans les campagnes mexicaines, une masse de paysans pauvres, de journaliers, d'enfants sans futur, grandit dans des paysages magnifiques, mais marqués par la misère et la violence. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le marché mondial de la drogue transforme ces régions en route dorée, où l'on peut passer de la faim à la fortune en quelques années, au prix de tout le reste. La cocaïne devient une sorte de monnaie maudite qui enrichit quelques hommes et détruit des millions d'autres. La deuxième force est politique et militaire. La guerre froide, les guérillas marxistes, les paramilitaires, les interventions étrangères créent un climat permanent de guerre latente. Des groupes armés contrôlent des territoires entiers. L'État est présent par moments, absent la plupart du temps. Dans cette paix armée, où les armes ne se taisent jamais longtemps, la frontière entre criminels et combattants se brouille. La troisième force est spirituelle. Quand on vit au bord du gouffre, quand chaque nuit peut être la dernière, la question de la mort devient obsédante. Beaucoup de narcotrafiquants, de sicarios, sont superstitieux jusqu'à la paranoïa. Ils consultent des prêtres, mais aussi des sorcières, des santeros, des paleros. Une balle perdue, une embuscade, un traquenard peuvent venir de n'importe où. La magie, pour eux, devient un gilet pare-balles supplémentaire, un bouclier invisible. Pablo Escobar naît dans ce monde en ébullition. Enfant d'Antioquia issu d'une famille modeste, il grandit dans une Colombie qui se relève à peine des grandes violences politiques du milieu du siècle. Sa mère, Hermilda, est profondément croyante. Ses prières, ses statues, ses promesses au ciel sont le décor quotidien du jeune Pablo. Parmi ces images, une va prendre une place particulière, celle du Santo Niño de Atocha, une représentation de l'enfant Jésus assis avec un petit chapeau, une cape, un bourdon de pèlerin.
Ce Niño de Atocha, venu autrefois de l'Espagne impériale, est devenu en Amérique un symbole de consolation, de rébellion même, pour les pauvres et les prisonniers. La légende familiale raconte qu'un soir, alors que Pablo est encore très jeune, des hommes armés approchent de la maison. Ils viennent, croit-on, pour tuer. Hermilda, terrifiée, se tourne vers la petite image du Niño de Atocha et lui demande protection. Les hommes, plus tard, diront qu'ils ont vu la maison pleine de gens, comme si elle était gardée par une foule invisible, et qu'ils ont renoncé à l'attaque. À partir de ce jour, la famille Escobar adopte le Niño de Atocha comme protecteur. Pablo, devenu adulte, conservera cette dévotion. On retrouve des images du Niño dans ses propriétés, dans ses cachettes, dans des petites chapelles construites plus tard dans ses domaines. C'est là que se dessine déjà une contradiction psychologique profonde. D'un côté, l'enfant pauvre, qui a grandi avec la peur, la honte sociale, l'humiliation, développe un complexe de revanche. Il veut prouver à la bourgeoisie de Medellín qu'il vaut plus que tous ces notables qui le méprisent. C'est le garçon des rues qui rêve de se venger du monde. De l'autre côté, il reste le fils dévot de sa mère, persuadé que les saints peuvent intervenir dans sa vie, qu'un petit enfant vêtu comme un pèlerin a sauvé un jour sa famille. Cette double racine va façonner le futur patron du cartel, un homme capable de financer des logements pour les pauvres et, le même jour, de faire exploser un avion. Escobar se voit comme une sorte de roi bandit, protecteur des humbles et justicier terrible. Il construit même sa propre prison, la fameuse cathédrale, sur une colline dominant Medellín. Officiellement, il s'y livre à la justice. En réalité, il y vit entouré de luxe, d'un terrain de football, de salles de réunion, d'espaces où ses affaires continuent. On raconte que c'est là que furent enlevés puis assassinés et démembrés certains de ses anciens associés, les frères Moncada et Galeano, avant que leurs corps ne soient brûlés. Pour dissimuler l'odeur, une grande grillade aurait été organisée, la viande cuisant sur un feu où d'autres chairs se consumaient en secret. Aujourd'hui, la cathédrale est occupée par un monastère et une maison de retraite. Des personnes âgées y prient, y dorment, y marchent dans les couloirs. Beaucoup disent entendre la nuit des bruits de pas dans les escaliers, des pleurs étouffés, des rires lointains. D'autres affirment avoir vu des sphères lumineuses flotter au-dessus de certaines pièces ou des silhouettes immobiles dans les ombres. Pour beaucoup, ce lieu est maldito, marqué par une empreinte de sang et de feu que les années ne peuvent pas effacer. La mort d'Escobar sur un toit de Medellín, abattu après une longue chasse, aurait pu clore l'histoire. Mais dans les quartiers, dans les villages, l'imaginaire ne s'arrête pas avec une balle. Au contraire, la légende commence. C'est là qu'interviennent ces histoires que tu as peut-être déjà entendues, chuchotées dans des podcasts nocturnes ou des émissions de radio. La première est celle d'un mécanicien, qu'on appelle souvent Miguel Ángel. Il travaille dans un atelier sous une voiture, dans ce bruit familier de clés à molette et de moteur. Un jour, la voiture mal calée lui tombe dessus. Fracas, crie, douleur écrasante. On l'emmène à l'hôpital où il s'enfonce dans un coma profond. C'est là, raconte-t-il plus tard, qu'il se retrouve dans un couloir gris, sans fin, plein d'âmes qui errent en silence. Il comprend, d'une manière obscure, qu'il est dans une sorte de purgatoire. Au fond du couloir, il distingue une lumière, et dans cette lumière, une silhouette qu'il reconnaît aussitôt Pablo Escobar, mais transfigurée. Un être de lumière, dira-t-il, vêtu d'une clarté douce. Le criminel que l'on imagine d'ordinaire entouré de flammes et d'enfer se tient là, calme, les yeux sérieux. La vision lui parle. Il lui demande de prier pour lui, de demander des messes, de l'aider à sortir de cet entre-deux. En échange, il lui promet un cadeau. Puis, il prononce une suite de lettres et de chiffres, comme une plaque d'immatriculation de camionnette Toyota.
Miguel Angel se réveille plus tard, étonnamment, avec ce détail précis imprimé dans son esprit. Quand il sort de l'hôpital, encore boiteux, il joue ce numéro à la loterie. Il gagne. La somme n'est pas astronomique, mais assez pour transformer sa vie. Il achète sa propre maison, s'installe avec sa famille, et peu à peu consacre un coin de son salon à des images de Pablo, aux côtés de saintes traditionnelles. Dans son quartier, on vient le voir pour qu'il raconte la vision. Certains repartent convaincus qu'Escobar, comme Malverde, est devenu une sorte de saint populaire, coincé entre ciel et enfer, distribuant des miracles en échange de prières. Une autre histoire, plus obscure, vient de l'entourage familial du narco. On parle de Nicolas, un neveu de Pablo. Des années après la mort du patron, il se trouve dans l'une des anciennes maisons de sécurité. C'est Caleta où l'on cachait l'argent, les armes, parfois les corps. La nuit est avancée. Il n'y a presque pas de lumière, seulement le halo faible d'une ampoule nue dans le couloir. Nicolas s'éveille en sursaut. Il sent une présence dans la pièce. Ses yeux s'habituent à la pénombre. C'est alors qu'il voit, dans le salon, deux silhouettes noires, denses, comme taillées dans de la fumée compacte. L'une était grande, l'autre plus petite, presque la taille d'un enfant. Elles ne marchent pas vraiment. Elles glissent. Il les regarde se déplacer lentement vers un mur et, sans le traverser violemment, elles semblent se fondre en lui, disparaître en silence. Le lendemain, tourmenté par cette scène, il insiste pour qu'on casse ce mur. On y découvre une pièce cachée, une vraie caleta, remplie de vieilles liasses, de billets pourris par le temps, collés entre eux. L'odeur qui s'en échappe n'est pas seulement celle du papier moisi, c'est une senteur lourde, presque animale, qui rappelle un cadavre en décomposition. Dans certains milieux criminels, on dit que ces caches sont rezada, priées, c'est-à-dire qu'on a demandé à des esprits de les garder, de faire fuir les policiers ou de punir ceux qui oseraient voler. Les silhouettes que Nicolas croit voir cette nuit-là seraient, dans cette logique, les gardiens invisibles de la fortune enterrée. Ces récits, aussi invérifiables soient-ils, s'inscrivent dans un paysage où crime et religion sont entremêlés comme une corde. Ils s'articulent à d'autres pratiques beaucoup plus sombres que l'on murmure dans les barrios de Bogota ou de Cali. On parle de manteca de muerto, de graisse humaine volée sur des cadavres pour fabriquer des bougies spéciales. Ces velas coulés avec de la graisse de corps assassinés seraient utilisés pour velar des criminels, allumés la nuit pour les protéger lors de leur sortie, pour que les balles se perdent et pour que les opérations de police échouent. D'autres rumeurs évoquent un boucher qui aurait utilisé de la graisse humaine comme ingrédient dans ses plats pour endulcer ses clients, pour les rendre fidèles à son commerce. Dans les Andes, l'idée de bandes de sacamantecas qui tuent pour vendre la graisse de leurs victimes circule depuis longtemps, nourrie parfois par de véritables affaires criminelles autour de ce commerce macabre. Dans cet univers, le corps devient matière magique. Son sang, sa graisse, ses os, tout peut servir à un rituel. La mort n'est plus seulement un passage, c'est un stock de ressources spirituelles. En Colombie, on raconte aussi l'histoire d'hommes cruzados. Le cruzamiento est un rituel destiné à rendre le corps insensible aux balles. Des brujots tracent des croix sur la peau, ointant de l'eau, du rhum, du sang, murmurent des prières qui mélangent catholicisme, croyances africaines et superstitions locales. Ils promettent à leurs clients que tant qu'ils respecteront certaines règles, aucune balle ne les atteindra. L'un des exemples des plus célèbres est celui de Pedro Oliveira Guerrero, alias Cuchillo, narco-paramilitaire terrifiant des Llanos orientaux. On disait de lui qu'il était rezado par des dizaines de brujots puissants et la boue. Ce destin illustre une idée souvent répétée: les cruzados n'auraient
que deux ennemis, les clôtures et les rivières, et les fils de fer et les courants, où aucune prière ne peut les sauver. D'autres trafiquants vont plus loin encore et traversent la mer des Caraïbes pour se soumettre à des rituels de Palo Mayombe à Cuba, ou consultent des paleros liés à des groupes criminels mexicains. Le rayamiento, pour eux, n'est plus seulement un engagement religieux, c'est une assurance surnaturelle. La cérémonie dure des heures, parfois des jours. On isole le futur initié, on le prive de sommeil, on lui chante des cantiques en langue bantoue, on racle sa peau de lame fine, on frotte son sang dans la terre de l'Anganga. Quand tout est terminé, on lui dit qu'il est maintenant lié à un esprit puissant, un Nfombi, qui le protégera dans ses affaires, qui lui ouvrira des chemins, qui lui fermera des procès. Ce pacte pourtant a un prix. Les morts dans ces cosmologies ne travaillent jamais gratuitement. Ils demandent des offrandes, des sacrifices, parfois des actes violents. C'est une économie symbolique où chaque faveur se paye tôt ou tard. Si tu traverses la frontière vers le nord, les figures changent de nom, mais la logique est la même. Au Mexique, en plus de Jesús Malverde, d'autres morts violents deviennent des protecteurs. L'un des plus émouvants est Juan Soldado, de son vrai nom, Juan Castillo Morales. Soldat rattaché à Tijuana à la fin des années 30, il est accusé de l'enlèvement et du meurtre d'une petite fille. Jugé sommairement, il est exécuté près du cimetière. Certains diront qu'il était coupable, d'autres qu'il a servi de bouc émissaire dans une affaire trouble. Ce qui est certain, c'est qu'après sa mort, des habitants commencent à lui attribuer des miracles. Sa tombe, simple au départ, se couvre d'ex-voto. Des migrants qui tentent de franchir la frontière viennent y déposer des fleurs, des photos, des papiers avec leur nom. On raconte que certaines pierres du tombeau laissent suinter un liquide étrange, que certains recueillent pour se l'appliquer avant de partir vers le nord, persuadés que Juan Soldado, martyr ambigu, les aidera à traverser sans être pris. La frontière devient, dans ce récit, un gigantesque purgatoire où un homme exécuté injustement vient au secours de ceux qui risquent leur vie pour changer la leur. Autour de ces saints populaires, le monde du crime s'organise comme une sorte d'église parallèle. Des chapelles, des statues, des processions, des fêtes annuelles, des offrandes en argent, en bijoux, en armes même. Tout ce que le système officiel ne peut plus canaliser se déplace vers cette sphère grise, entre le sacré et le profane. Et pendant ce temps, dans les villes, une autre forme de paranormal nourrit cette religiosité trouble, les voix qui traversent les ondes. Reviens maintenant en Colombie. Imagine une nuit de semaine, les lumières bleutées des radios allumées dans les taxis, les cuisines, les chambres d'adolescents. Une émission de radio populaire, El Cartel de la Mega, diffuse en direct des histoires de fantômes. Le présentateur plaisante, les auditeurs rient, certains ont peur mais continuent d'écouter. Et puis, un soir, la ligne sonne. On répond. Au bout du fil, la voix d'une petite fille. Elle ne donne pas de nom. Elle répète doucement, comme si elle appelait quelqu'un qu'elle aime, Abuelita, Abuelita. La voix est étrange. Les animateurs d'abord pensent à un canular. La conversation se poursuit, hésitante. La fillette semble confuse, perdue. L'ambiance en studio change. Quelque chose dans ce timbre, dans ces pauses, ne sonne pas comme un simple jeu. La peur s'installe subtilement. Plus tard, l'enregistrement circule. Certains passionnés, armés de logiciels, décident de passer l'audio à l'envers. C'est alors qu'apparaît, disent-ils, une phrase glaçante. « Aquí yo me morí, aquí yo me morí. » Ici je suis morte, ici je suis morte. La rumeur s'envole. Les auditeurs affirment que cette nuit-là, leurs voitures se sont mystérieusement arrêtées. D'autres jurent que le lait qu'ils faisaient chauffer a tourné tout à coup, comme si une présence avait traversé la matière. La Niña de la Mega devient
en quelques années, la protagoniste de ce que beaucoup appellent la plus impressionnante des appels paranormaux de l'histoire de la radio hispanophone. Dans une autre station, Blue Radio, lors d'une émission consacrée à des morts mystérieuses d'animaux, un anthropologue habitué à ces sujets, Esteban Cruz, parle en direct. Il explique, commente, rationalise. Soudain, dans le silence entre deux phrases, une petite voix se glisse, claire, incontestable, papa. Une voix d'enfant, là où il ne devrait y avoir que celle de l'animateur et de l'invité. Les techniciens vérifieront. Aucune autre ligne n'était ouverte. Aucun fichier audio ne tournait en arrière-plan. L'enregistrement mis en ligne laisse chacun juger. Certains y voient une simple interférence. D'autres y entendent une psychophonie, un appel venu d'un monde voisin. Ces voix surgissant au milieu de la nuit touchent quelque chose de profond. Elles rappellent que la radio, médium de l'invisible, ressemble à un spiritisme moderne. On parle dans le vide, on reçoit des sons sans voir leurs auteurs. Dans des sociétés hantées par les disparitions forcées, des fosses communes, les massacres oubliés, l'idée que des morts puissent saisir un micro pour dire « ici je suis morte » a une puissance symbolique immense. C'est ici qu'entre en scène la micro-histoire, celle d'une vie minuscule écrasée par la grande histoire. Imagine un chauffeur de taxi à Bogota. Il s'appelle Hernan. Il travaille la nuit parce que c'est là que les courses se payent le plus, mais aussi là que l'angoisse est la plus forte. Il a vécu les années d'attentats, de balles perdues, de contrôle militaire. Il a peur des braquages, des clients qui montent avec des regards froids. Il ne gagne pas beaucoup, mais il doit payer les études de sa fille. Ce soir-là, Hernan roule sur une route qui serpente au-dessus de la ville. Les phares de sa voiture éclairent les barrières de sécurité. Les arbres tordus, les panneaux réfléchissants. La radio diffuse l'enregistrement de la Niña de la Mega. Hernan écoute d'une oreille distraite. Il a entendu cette histoire 1000 fois. Pourtant, quand la petite voix murmure « Abuelita », il sent ses poils se hérisser. Il hausse le volume, malgré lui. Au moment précis où, dans l'enregistrement inversé, la phrase « Ici je suis morte » se laisse entendre, son moteur tousse, s'étouffe et s'arrête. Le taxi se retrouve silencieux, immobile au bord du vide. Hernan sent son cœur battre à ses tempes. La ville brille loin, en bas. Il tourne la clé. Rien. Il coupe la radio. Il attend. Il ne comprend pas pourquoi, mais il a la sensation très claire qu'il n'est plus seul. Comme si quelqu'un était assis sur la banquette arrière, dans l'obscurité. Longue minute. Finalement, le moteur redémarre comme si de rien n'était. Hernan descend en trombe vers le centre, décide ce soir-là de rentrer plus tôt. Il ne racontera cette histoire qu'à demi-mot, en riant pour masquer sa peur. Mais dans son regard, quelque chose aura changé. Il sait désormais ce que signifie vivre dans un pays où même les ondes portent les traces de morts qui n'ont pas trouvé la paix. Plus loin, dans les montagnes de Manizales, un autre récit circule. On l'appelle l'histoire des Niños Dulces du Cerro del Oro. On raconte qu'il y a des décennies, un jardin d'enfants a brûlé dans cette zone et que beaucoup de petits sont morts dans l'incendie. Depuis, disent les habitants, si tu montes en voiture jusqu'au sommet de la colline, que tu laisses des bonbons sur le toit ou sur le capot et que tu saupoudres un peu de farine, il se passe quelque chose. Tu coupes le moteur, tu éteins les phares. Le silence t'enveloppe. Tu attends. Au bout d'un moment, tu entends des chuchotements, puis des rires, ces rires de gamins qui complotent un mauvais coup. Parfois, un petit coup sec contre la carrosserie, comme une main qui frappe. Tu n'oses pas bouger. Quand tu sors enfin, tremblant, les bonbons ont disparu et sur la fine couche de farine,
Des traces minuscules de doigts et de mains apparaissent sur le métal, comme si de petites créatures s'y étaient agrippées. Certains parlent de gamins avec conscience de délinquants, des enfants fantômes qui volent les sucreries des vivants, comme si même dans la mort, ils avaient appris les codes d'une société où il faut prendre vite avant de perdre. Cette micro-histoire est presque tendre, presque drôle. Elle n'en est pas moins tragique. Derrière ces rires se profilent des enfants morts dans un feu, des familles brisées, des bâtiments brûlés. Le paranormal devient alors une façon détournée de parler de traumatisme sans les nommer. À travers toutes ces histoires, ce qui se dessine, c'est une immense paix trompeuse, une paz armada spirituelle, où l'on croit trouver de la protection en multipliant les statuts, les rituels, les pactes, mais où la violence reste intacte. Les cartels, les gangs, les bandes armées vivent dans un équilibre fragile. Ils se tirent dessus le jour et le soir, ils prient des saints sanglants, allument des velas de graisse humaine, se font rayer la peau par des couteaux sacrés. Pablo Escobar, Jésus Malverde, Juan Soldado, les enfants du Cerro del Oro, la petite voix qui dit « Ici je suis morte ». Tous composent une galerie de figures qui témoignent d'une même chose, la difficulté à laisser partir les morts, à accepter la finitude, à assumer la responsabilité des crimes. On transforme les coupables en saints, les victimes en légendes, les lieux de massacre en monuments touristiques. Mais sous cette surface de dévotion, les graines du ressentiment continuent de germer. Les familles des victimes d'Escobar, celles des ouvriers, des juges, des policiers assassinés, regardent parfois avec amertume ces touristes qui se prennent en photo devant sa tombe, comme devant une attraction. Les habitants de Tijuana qui ont perdu des proches dans la violence frontalière s'interrogent sur la canonisation populaire d'un soldat peut-être criminel. Les paysans périmés par la cocaïne observent, impuissants, l'argent sale collé sur les murs de la chapelle de Malverde. Cette transformation du crime en sacré laisse une cicatrice morale. Elle brouille la frontière entre le bien et le mal. Elle envoie un message silencieux aux jeunes des quartiers pauvres: tu peux devenir un monstre. Mais si tu aides un peu les tiens, si tu laisses derrière toi une légende, on viendra te prier après ta mort. En même temps, ces cultes et ces histoires rappellent aussi que les sociétés marquées par le terrorisme d'État, les guerres internes, les disparitions, n'ont pas toujours trouvé d'autres lieux pour déposer leur douleur. Faute de vérité judiciaire, faute de mémoriaux officiels, les gens inventent leur propre sanctuaire. Les morts violents, au lieu de reposer en paix, deviennent des portes d'entrée vers l'invisible. L'historien, la nuit, en regardant ce paysage, ne porte pas de jugement hâtif. Il constate un mécanisme ancien chaque fois que la violence dépasse ce que la loi peut encadrer. L'imaginaire prend le relais. Les saints populaires, les rituels de protection, les voix sur les ondes ne sont pas des caprices folkloriques. Ils sont les symptômes d'un déséquilibre profond entre la peur et la justice, entre la mort et le sens que l'on essaye de lui donner. Ce qui est le plus ironique, peut-être, c'est que ces pactes avec l'occulte, ces promesses de protection, n'ont jamais empêché la chute des grands criminels. Escobar a fini traqué et abattu. Cuchillo s'est noyé dans un ruisseau. Des chefs de cartels mexicains morts en prison avaient autour d'eux des hôtels entiers, des rayamientos, des chapelles privées, des prêtres personnels. Rien n'y a fait. La réalité brutale finit toujours par briser le château de cartes dressé sur les rituels. Pourtant, après chaque chute, le cycle recommence. D'autres bosses prennent la place, d'autres rituels se renouvellent. On ajoute un saint de plus dans le panthéon. Un nouveau fantôme à la liste des voix qui hantent les radios. Une nouvelle légende naît. Un nouveau cimetière devient lieu de pèlerinage. Ce qui reste, au fond,
Ce sont ces graines de ressentiment semées partout. Les familles endeuillées qui voient les bourreaux transformés en icônes. Les quartiers abandonnés par l'État y trouvent des héros contradictoires. Les institutions religieuses parfois balançant entre la condamnation et le silence. Les États, de leur côté, mènent des guerres contre la drogue sans jamais s'attaquer aux racines sociales de ces économies criminelles. Dans ce climat, la fascination pour le culte, la sorcellerie, le paranormal agit comme un anesthésiant et comme un miroir. Anesthésiant parce qu'elle permet de supporter l'insupportable en lui donnant une forme mythique. Miroir parce qu'elle renvoie à ces sociétés une image d'elle-même des peuples qui invoquent la mort pour essayer de mieux survivre, des criminels qui prient plus que les gens honnêtes, des radios où les spectres parlent avec plus de vérité que certains responsables politiques. Ce soir, alors que tu arrives au bout de ce voyage, tu peux peut-être ressentir ce mélange d'attirance et de malaise. D'un côté, ces histoires de tombes, d'amulettes, de voix cachées dans les enregistrements fascinent, nourrissent l'imagination, donnent envie d'en savoir toujours plus. De l'autre, elles rappellent la fragilité humaine, la manière dont nous transformons nos peurs en rituels, nos crimes en légendes, nos victimes en murmures. Savoir l'histoire, même la plus obscure, même celle qui glisse vers le paranormal, est essentiel. Non pas pour se complaire dans l'horreur, mais pour reconnaître les mécanismes qui se répètent. Tant que des sociétés permettront que des criminels soient glorifiés, que des familles entières restent sans vérité sur leur mort, que les inégalités plongent des générations dans le désespoir, d'autres Escobar, d'autres Malverde et d'autres Juan Soldado surgiront, entourés de bougies et de murmures. Comprendre ces récits, c'est comprendre aussi que les fantômes ne naissent pas seulement de l'imagination. Ils naissent de ce que nous refusons de regarder en face. Tant que ces refus persistent, les voix continueront de traverser les ondes, les pierres de tombe seront arrachées pour devenir des talismans, et des enfants invisibles viendront, dans la farine déposée sur une carrosserie, laisser l'empreinte de leurs petites mains brûlées. Ici l'historien de la nuit. Merci d'avoir marché si longtemps dans ces couloirs sombres, entre les tombes, les chapelles clandestines et les studios de radio hantés. Si tu souhaites poursuivre ces voyages parmi les ombres de l'histoire, tu peux t'abonner, laisser un like discret, écrire en commentaire ce qui, dans ce récit, t'a le plus marqué. La tombe d'Escobar, les velas de graisse humaine, la chapelle de Malverde, ou la petite voix qui répète « Ici je suis morte ». Nous nous retrouverons bientôt pour une autre traversée, dans un autre lieu où l'histoire et la nuit se parlent. Bonne nuit et que l'histoire t'accompagne.